Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit où vous nous recevez en ce dimanche 2 mars 2025 à l'occasion de ce nouveau numéro du jury du dimanche qui accueille Monsieur Cheikh Diop, que l'on ne présente plus. Il est le secrétaire général de la CNTS, Force du Changement. Merci beaucoup, M. Diop, d'avoir bien voulu accepter notre invitation. C'est moi qui vous remercie pour avoir été invité dans cette précieuse émission de Jury du dimanche. Avec Merci, M. Gueye. C'est nous qui vous remercions. Donc, on peut dire que votre engagement ne date pas de l'engagement syndical proprement dit, parce que votre engagement a commencé par la politique. Notamment au RND, etc. etc. C'est fini la politique depuis longtemps pour vous? Oui, c'est vrai que c'est fini la politique depuis longtemps, mais quand même, la politique m'a permis de pas mal de choses, il faut le reconnaître. Parce que Feu Madia disait, pour être un bon dirigeant syndical, il faut avoir été un bon militant politique. C'est maintenant que je m'en rends compte. Pour la petite histoire, j'ai commencé par le RND du professeur Cheikh Anta Diop, qui était un cousin à mon oncle. Quand il a commencé son mouvement, il m'a demandé d'aller voir Cheikh et de participer, parce que ce qu'il est en train de construire là me paraît intéressant. Je suis allé le voir, il nous a accueillis, j'étais tout jeune, j'étais militant dans le mouvement élèves-étudiants du RND à l'époque. Mais une fois, avec le débat intellectuel qu'il y avait entre Cheikh et Senghor sur notre journal Siggi, Senghor lui disait que Siggi c'est un seul G. Cheikh lui dit que c'est 2 G. Ouais. Ce débat-là était tellement intéressant que je me retrouvais dans la rédaction de Siggi. Cheikh me trouve un jour dans la rédaction, il me dit « Où est-ce que vous faites ici ?» Je suis dans la rédaction parce que tous mes amis étaient là-bas. Ils me disent « Non, quitte la rédaction et va dans la commission sociale que Baïdiak dirige. » Et c'est cette commission sociale qui devait réfléchir sur les questions syndicales et sur les questions sociales. C'est maintenant que je me rends compte que Cheikh avait vu peut-être en moi un syndicaliste en herbe. Très bien. Vous avez cité Feu Madia Diop, vous l'avez beaucoup combattu par la suite. Est-ce que vous avez des regrets aujourd'hui de l'avoir combattu? Oui. Vous savez, Madia, je ne l'ai pas combattu. J'ai appris beaucoup de lui. Seulement, nous avions un conflit idéologique. C'est ça le problème que nous avions. Parce que cette commission du RND a déposé ses conclusions au niveau du parti. Et puisque la géographie du mouvement syndical était bien cerné, parce qu'il y a des partis, il y a des centrales créées par des partis politiques. Il y a des centrales qui sont affiliées à des partis politiques. C'est le cas de la CNTS, qui est née sur les cendres de l'UNTS avec les événements de 68. On a dissous l'UNTS et créé la CNTS en 1969, l'affilier dans le parti, lui donner des sièges au gouvernement, à l'Assemblée et même dans les ambassades. Donc, pleinement impliqué dans la gestion du pouvoir. Quand Senghor, quand on a fait l'analyse au niveau de la commission, on s'est dit il faut promouvoir le syndicalisme de contre-pouvoir sans être contre le pouvoir. C'est ainsi que cette idéologie bien développée et bien comprise, nous l'avions portée. Les uns étaient partis à l'UNSAS, d'autres à la CSA parce que Mamadou Diouf était dans le groupe. Moi, je suis allé à la CNTS avec l'ambition de changer l'orientation de la participation responsable en un syndicalisme de contre-pouvoir. Très bien. Vous avez parlé d'idéologie. Vous avez milité au RND, on l'a dit, plus tard au PLP. Ces partis n'existent plus, non? Ils ont disparu. Le RND et le PLP, ils ont disparu. Oui, effectivement, le RND était finalement porté par 2 camarades, Diallo Diop,
qui a intégré la mouvance présidentielle dans le PASTEF, parce que les idéologies ne sont pas très éloignées, il faut le reconnaître. Feu, au passage, je représente mes condoléances à sa famille. Le professeur Major avait une partie du RND, mais disons que véritablement le RND a disparu du champ politique. Bon, maintenant le PLP aussi, parce que le PLP, en réalité, le PLP, les véritables héritiers de Maître Babacar Niang, c'est Abdou Fall et son groupe, moi-même et d'autres, bien sûr. Les Dampabou, René Lec, Feu Abdou Latif Gueye, et consorts. Donc, malheureusement, le RND, le PLP a été... c'est Feu Bahaou Sall qui a hérité du RND. Malheureusement, avec son décès, le PLP a disparu du champ politique également. Très bien, oui, c'est ça. Donc, c'était des partis de gauche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que les idéologies sont mortes au Sénégal? Socialisme, libéralisme, etc. Moi, je ne dirais pas ça. Je dois dire qu'ils ne sont plus organisés de façon formelle. La plupart, parce qu'il y a quand même des partis de gauche qui sont là et qui les revendiquent. Mais il y a une grande gauche, ce que j'appelle la grande gauche. Le mouvement syndical, nous qui sommes formatés dans la gauche, on peut se considérer comme étant de la grande gauche. Tous les militants du progrès, moi je considère qu'ils sont de la grande gauche. Il y a une grande gauche maintenant qui est là, qui n'est pas très homogène, mais qui porte les mêmes idéaux que pour le progrès social et pour le progrès économique. D'accord. Les dirigeants actuels parlent de souverainisme. Est-ce que vous pensez que cette idéologie est véritablement une idéologie? Moi je peux considérer qu'ils font partie de cette grande gauche dont je viens de parler. Les nationalistes, tous ceux qui revendiquent l'autonomie, tous ceux qui revendiquent, tous ceux qui combattent les injustices que les peuples africains ont vécues jusqu'ici. Moi, je les considère tous comme des militants du progrès et je peux les classer dans la grande gauche. Donc, oui. Je considère que l'actuel pouvoir est dans la grande gauche. D'accord, très bien. Ils vont vous entendre. Donc, avant-hier, jeudi, il y avait la rencontre tripartite. C'est comme ça que ça a été intitulé, entre vous, les employeurs et le gouvernement. Est-ce que cette rencontre vous a donné satisfaction? Disons que la rencontre nous a permis d'atteindre notre objectif de déclencher le dialogue social. Mais satisfaction, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de couacs dans l'organisation de cette rencontre. On ne peut pas parler de satisfaction totale. Mais l'objectif a été atteint. L'objectif pour nous, c'était de déclencher le dialogue social, d'aller vers des négociations bien normées pour déboucher sur un pacte social comme l'avait recommandé le président. C'était ça notre objectif. Et quels étaient les couacs? Les couacs, c'est parce qu'on nous a envoyé un courrier électronique pour nous définir le cadre qui doit régir ces rencontres. Dans ce courrier, on nous avait dit que les organisations syndicales, les 4 organisations syndicales les plus représentatives, la CNTS, l'UNSAS, la CNTS-FC et la CSA, devraient prendre la parole. Chacun avait 10 à 15 minutes, je crois. Le patronat, on leur demandait de se concerter pour désigner un porte-parole. Ensuite, après nos 2 interventions, l'État clôture. C'est ce format-là qu'on avait. Arrivé sur place, lorsqu'on était dans le salon d'honneur avec les membres du gouvernement, dans la salle, on était en train de s'organiser autrement. Nos camarades nous ont alertés pour nous dire qu'on est en train de donner la parole à des entités, ce qui n'était pas prévu. On a invité également toutes les organisations syndicales, ce qui est une bonne chose. Mais quand le format devrait changer, je pense qu'on devrait nous associer. On ne nous a pas associés. On nous a mis devant le fait accompli. Et ça, véritablement, nous ne l'avons pas beaucoup apprécié.
Parce qu'entre partenaires sociaux, je pense que si nous voulons bâtir un dialogue social, un climat social efficient, un climat social propice à un développement, au déroulement des objectifs politiques, il faudrait qu'on se respecte. Ensuite, qu'on soit tous responsables pour aller vers l'objectif qui est d'apaiser et de faire progresser le pays. Mais si on doit mettre des crocs en jambes, si on doit nous mettre devant le fait accompli, dans certaines situations, ça pose problème. Il y avait, a-t-on appris, des velléités de boycott à la dernière minute de cette rencontre par les syndicats qui ont été mis donc devant le fait accompli. Est-ce que cela est vérifiable? Est-ce que c'est vrai? Il faut dire que lorsqu'on a changé fondamentalement le format, en donnant la parole aux étudiants, aux élèves et en donnant la parole aux entités qui étaient en lutte, on n'est pas contre ça, mais si on nous avait associés, on aurait en amont réglé la question des prises de parole dans les entités. Voyez-vous, on ne peut pas permettre au gouvernement de nous choisir des porte-paroles dans nos entités. Nos entités sont organisées pour désigner leurs porte-paroles. Parce que si je dis ça, c'est parce qu'il y a une partie du secteur de la santé qui a boycotté la rencontre. La Fédération des syndicats de la santé, ils ont dit laissez-nous choisir notre porte-parole. On a dit oui, c'est le SAMES qui va parler pour le secteur de la santé. On n'a rien contre tout ça, mais laissez-nous le faire. Ce n'était pas le cas, il y avait des discussions, on ne nous choisit pas notre porte-parole. Vous savez, le mouvement syndical est comme il est, et certains sont partis. Les Chersek et son groupe sont partis. Donc des choses comme ça, on aurait dû l'éviter. Ce sont ces couacs-là dont on parle. Donc le mouvement syndical est bien organisé et bien structuré. Qu'on nous laisse désigner nos porte-paroles au besoin. Maintenant, on a fait l'essentiel, on a fixé, on a ouvert officiellement les négociations. Il faudrait maintenant qu'on définisse le cadre de négociation et qu'on sache où on va. Quel sera le format des futures négociations? Parce que le mouvement syndical, la négociation au Sénégal est normée. Elle est normée au niveau national et au niveau sectoriel. Si on doit aller vers des négociations pour déboucher sur un pacte, il y a des normes, qu'on les respecte. Si on doit aller vers des négociations pour régler des problèmes sectoriels dans les secteurs en lutte comme la santé, l'éducation et l'enseignement supérieur, qu'on nous le dise, on peut travailler dans ces sections-là de façon bien claire pour qu'on puisse régler les problèmes au niveau sectoriel. Et au niveau national, on peut aussi régler les problèmes en débouchant sur un pacte de stabilité nationale, de stabilité sociale et d'émergence économique. Très bien. Donc, durant cette rencontre, on vous a mis sur le même plan que les élèves, les étudiants qui constituent l'avenir, parce qu'ils doivent être associés, mais on vous a un peu mis sur le même plan que les élèves et les étudiants. D'ailleurs, tout le monde a retenu la brillante prestation de l'élève Awa Falcane, je pense que c'est son nom. Est-ce qu'on ne vous a pas un peu humilié en vous mettant sur le même plan que les élèves et les étudiants? Nous ne considérons pas ça comme une humiliation, mais nous considérons qu'entre le format qui était annoncé, c'était la rencontre des partenaires sociaux. Les élèves, les étudiants ont des problèmes. Et je félicite au passage l'élève Astoukan et l'étudiant aussi. Vraiment, ils ont bien représenté leurs entités. Mais ce ne sont pas les mêmes entités. Si on devrait nous regrouper tous, je l'ai dit tantôt, il fallait qu'on en discute et qu'on convienne de quelque chose. Le fait de nous mettre devant le fait accompli, c'est ça que nous n'avons pas apprécié. Mais le mouvement social, nous soutenons tous ceux qui luttent pour aller vers le progrès social. Très bien. On vous a entendu, vous avez pris la parole, vous dites que vous vous sentez très à l'aise avec le Premier ministre. Très à l'aise, ça veut dire quoi? Vous savez, de tous les gouvernements que j'ai eu à pratiquer dans ma carrière syndicale, je l'ai dit l'autre jour, c'est avec le gouvernement
de son Excellence Sonko et Diomaye, donc je suis plus à l'aise. Pourquoi? Parce que je considère que nous sommes des militants du progrès. Ils ont choisi la politique en traversant le mouvement syndical. Moi, j'ai choisi le mouvement syndical. Et des autorités qui ont pratiqué le mouvement, ils me comprennent, même si je parle à demi-mot. C'est ça que je veux dire. En plus de ça, il y a des moments où nous avons quand même, nous nous sommes rencontrés, discutés dans le mouvement. Lorsque Sonko a été radié, la CNTS-FC a convoqué un comité central, un conseil central. Les textes, les déclarations sont là. Et on a fustigé ce qui s'était passé contre le camarade Sonko à l'époque. Et nous avons dégagé notre position. On a profité de cette situation pour analyser le mouvement syndical en général, nos faiblesses à l'époque, pour qu'un gouvernement ose radier un dirigeant syndical. Nous avons analysé nos faiblesses dans l'évolution du mouvement pour constater que le protocole d'accord qui, dans l'orthodoxie de notre mouvement, résout définitivement le problème des conflits, des relations de travail. Aujourd'hui, la tendance était que c'est le protocole qui devenait la cause des conflits du travail. Ça, c'est un symbole patent pour la faiblesse du mouvement syndical et c'est une responsabilité collective. Entre autres exemples, et nous avons, nous, CNTS-FC, assumé notre part de responsabilité et avons pris notre bâton de pèlerin pour régler cette question de faiblesse du mouvement syndical, qui n'est pas propre d'ailleurs au Sénégal. Parce que la dispersion des forces syndicales au Sénégal et la désunion des entités du mouvement syndical sont la cause de ce qui nous arrive et nous avons pris notre bâton de pèlerin. On est allé voir Pouy, le camarade Pouy à l'époque, que c'est celui que Diomaye a remplacé au niveau. On est allé voir les inspecteurs des impôts. Des impôts et domaines, ce sont ceux-là. On est allé voir les inspecteurs du Trésor. On est allé voir les inspecteurs de l'enseignement supérieur, les médecins, l'élite engagée du mouvement syndical qui était en dehors du mouvement ouvrier. On est allé les voir pour leur dire que le mouvement syndical repose sur deux entités essentielles, sur le mouvement ouvrier et l'élite intellectuelle engagée. Réunifions ces deux entités et réunifions à partir de cet acte le mouvement syndical pour faire face à la situation qui est une situation très critique. D'accord, très bien. Vous vous dites que vous êtes très à l'aise avec lui, mais il y a une chose que vous semblez oublier, c'est qu'il ne se trouve plus dans le même univers. Il était syndicaliste hier, aujourd'hui, ils ont en charge un État. Et les intérêts de l'État et ceux des syndicats ou des centrales sont souvent divergents. Est-ce que vous avez intériorisé cette chose-là, que vous n'avez plus les mêmes intérêts? Je suis très conscient de la situation, mais si nous avons les mêmes fondements idéologiques, je pense qu'on peut ensemble faire quelque chose. D'abord, la question des injustices. Ils sont sur le même niveau que nous. Ils disent qu'ils vont régler les injustices. Ça, c'est extrêmement important pour nous. Aujourd'hui, le système de rémunération des agents de la fonction publique est complètement déstructuré. Aujourd'hui, notre administration demande au audit, il accepte de le faire pour corriger les injustices sans porter préjudice à certains fonctionnaires. Il y a des solutions que nous pouvons proposer pour régler la question des injustices. Mais là où on a des inquiétudes, c'est qu'avant d'en arriver à tout ça, on assiste justement à des licenciements, à des décisions qui frisent l'injustice. Donc, dans presque tous les secteurs, c'est ça qui nous inquiète. Je vois que vous voulez poser un autre débat, allez-y, mais en tout cas, les positions qui sont prises actuellement ne nous rassurent pas. Vous n'êtes pas rassuré alors que, en l'espace de quelques semaines, vous avez changé de ton. On vous a vu au siège de la CNTS
bander les muscles, annoncer des préavis de grève, etc., etc., hausser le ton. L'autre jour, au Grand Théâtre, vous avez montré, vous étiez un peu méconnaissable parce que vous avez montré de ce que j'appellerais de la docilité. La docilité. Qu'est-ce qu'il y a? Le gouvernement vous a amadoué. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que vous êtes un peu timoré. Vous avez montré, vous n'avez pas montré de la pugnacité quand vous avez pris la parole pour vous adresser à Monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Nous sommes droits dans nos bottes. Aujourd'hui, la situation a fait que le mouvement syndical est en train de reconstituer son unité. C'est à cette occasion qu'on s'est retrouvé à la CNTS. Et si la situation est favorable à la reconstitution de notre unité, nous disons merci à ceux qui ont créé cette situation, parce que ça fait partie des difficultés, des faiblesses du mouvement. Aujourd'hui, nous sommes parvenus à mettre en place une plateforme unitaire des centrales syndicales du Sénégal. Nous avons réussi à mettre en place une plateforme revendicative commune à défendre. À la cérémonie, votre appréciation m'échappe, franchement, parce que je n'ai pas senti ce que vous venez de dire. Les camarades qui ont pris la parole en même temps que moi ont mis sur la table du gouvernement des revendications qui ne peuvent pas attendre et ont demandé des négociations dans l'urgence pour trouver des solutions à ces revendications. Moi, dans ma prise de parole, j'ai redéfini la nécessité de renverser les tendances actuelles du dialogue social, qui est un dialogue social de restitution. Vous avez signé des accords, vous ne les respectez pas. Ce que vous avez hérité de l'État, l'État est une continuité. Réglons la question du passif au niveau des entreprises de l'État liquidées, la SIAS, AMA, entre autres. Ce qui se passe dans les collectivités territoriales, toutes les injustices que nous sommes en train de vivre dans le mouvement syndical constituent un dialogue social très rétrograde de restitution et nous voulons renverser cette tendance pour aller vers un dialogue social de conquête. Ce dialogue social-là qui est un dialogue social de progrès. D'accord. Donc, je pense que nos préoccupations, nous les avons posées comme il le faut, en mettant le doigt sur les difficultés de tous les secteurs, éducation, santé, pétrole, parce que là aussi, on a signé des conventions, mais les arrêtés d'extension tardent à être pris. On ne peut pas comprendre cette situation, un arrêté d'extension qui dure plus de 2 ans. Donc, le problème aujourd'hui, la situation est urgente. Il faudrait qu'on essaie de régler ce qui est possible tout de suite. Ce qui ne l'est pas, on discute pour voir comment le régler. D'accord. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que vous ne parlez plus de possibilité d'aller en grève. Parce qu'on vous a entendu dire qu'il était possible que vous alliez en grève. Ça, c'est fini, parce que le Premier ministre vous a demandé également d'observer une sorte de trêve des confiseurs. Il a appelé à des consensus forts. Vous avez succombé à tout ça? Non, il faudra comprendre que le mouvement syndical a ses méthodes de lutte et d'action. La revendication est bien structurée. Le premier acte revendicatif, c'est la protestation verbale. Le dernier acte revendicatif, c'est la grève insurrectionnelle qui fait tomber des gouvernements. Entre la protestation verbale et la grève insurrectionnelle, il y a beaucoup de formes de lutte. Donc il faudrait comprendre ça. Nous avons été agressés. Nous avons remobilisé. Et nous avons un projet de plan d'action dans lequel, à terme, il y a la grève. C'est ça qu'on a dit. Mais le projet de plan d'action ne peut pas commencer par la grève générale, non. Ça, c'était pour nous faire entendre. On nous a entendus. La grève n'est pas une fin en soi. La grève n'est pas un objectif, c'est un moyen. Si on peut discuter et parvenir à l'objectif qui consiste de négocier et de trouver des solutions à nos problèmes, la grève n'a plus de sens. Donc, on n'était pas encore
sur le pied de grève. Oui. Loin de là. On avait notre plateforme à dérouler jusqu'à la grève. Ça a commencé par la mobilisation, on nous a appelés. Pourquoi parler de grève? Il a parlé de trêve, ce n'est pas pour nous peut-être, parce que nous n'avons pas déclenché la grève. Il parle de trêve certainement pour les secteurs qui sont en grève. Les techniciens supérieurs de santé qui sont membres de la CNTS/FC sont en grève, les médecins sont en grève, les enseignants du supérieur sont en grève, mais il faut leur parler pour arrêter ces grèves-là. C'est là où ils parlent de trêve peut-être, mais pas nous. Nous, on n'est pas encore dans ces positions-là. D'accord, très bien. Je rappelle que nous recevons M. Cheikh Diop, le secrétaire général de la CNTS/FC. Il y a quelque temps, on a entendu un haut responsable évoquer la possibilité de toucher à des acquis, c'est-à-dire de réduire des salaires. Entre-temps, il y a eu, les propos ont été édulcorés. On a mis un peu de l'eau dans le bissap. Est-ce que pour vous, il est impensable, vraiment inimaginable, de toucher au salaire des travailleurs de façon générale? Il est hors de question d'accepter de revoir des salaires à la baisse. Mais seulement, il faut savoir qu'il y a deux catégories de salaires. Mais il y a des agences qui ont été créées, des directeurs nommés, avec des salaires qui dépassent la norme. Il y a des directeurs d'agences qui ont 14 millions de salaires, ou plus. Mais là, si l'État veut réajuster, mais moi, honnêtement, je trouve ça normal. C'est différent du salaire des fonctionnaires, du salaire des travailleurs. Ça, il est hors de question de toucher à ces salaires. Mais les directeurs qu'ils ont nommés, que l'État a nommés, les agences que l'État a créées pour donner ça à des directeurs qui ont des salaires de 14-15 millions. Mais ça, si l'État décide de le réviser, mais on dit bravo. Hein? D'accord. Voilà. Et avec ce qu'a dit la Cour des comptes, il n'est plus imaginable également pour vous de parler de hausse de salaire ou de revalorisation de salaire parce qu'il n'y a plus d'argent. On n'a jamais dit ça. Nous, ce qu'on a dit, c'est que dans tout, quel que soit le contexte, des négociations sont possibles, sauf dans un contexte de guerre. Un pays en guerre, on ne négocie pas, on ne revendique pas. C'est pourquoi le mouvement syndical, c'est le premier militant de la paix. Mais tant qu'il y a la paix, n'importe quelle autre situation, on peut provoquer des négociations et trouver des solutions. C'est à cela que nous appelons à l'État. D'accord, très bien. La question des subventions accordées aux centrales syndicales a été également rapidement brossée sans que les gens n'aillent dans le détail. Est-ce que les subventions que vous receviez arrivent toujours, tombent toujours pour vous? Mais merci beaucoup. Parce où est-ce qu'elles ont été bloquées? Merci beaucoup, mais cette question mérite d'être expliquée de façon claire, parce que c'est souvent évoqué d'une manière qui insinue des avantages, d'une manière qui insinue des... Alors, ce n'est pas ça du tout. Nous considérons que le mouvement syndical, les partis politiques, la presse, entre autres, ce sont des organismes d'utilité publique. Et ça, dans toutes les démocraties, les organismes d'utilité publique sont accompagnés par l'État. Aujourd'hui, la presse sénégalaise reçoit une subvention, ce qui est tout à fait normal et légitime. Les partis politiques demandent le financement des partis. Ils ne se sont pas entendus encore sur les termes. Les organisations syndicales ont fait des élections pour désigner les organisations qui doivent être accompagnées par l'État. Sinon, on va se multiplier par X. On a dit, attendons d'être organisés pour identifier ceux qui doivent bénéficier de ces subventions. Et les subventions sont au prorata de la représentativité de nos élections. Dans tous les pays démocratiques, en Afrique, le Bénin a 1 milliard de subventions. Ils sont passés de 600 millions à 1 milliard. Ouais. Nous, on réclamait 600 millions. Attendez, je vous en prie. La Côte d'Ivoire est à 800 millions. Le Sénégal est le pays africain qui a une subvention la plus modique.
300 millions. On réclamait 600 millions. On nous avait accordé 600 millions, mais Macky Sall nous avait demandé de lui laisser le temps, parce qu'on était en cours de budget, de réajuster pour donner les 600 millions. Jusqu'ici, on nous donne 300 millions. On nous les donne annuellement. La subvention de 2015 n'est pas encore tombée. Et cette subvention, c'est au prorata de la représentativité de chaque organisation. De 2025, hein? La subvention de 2025, vous voulez dire? 2025, on ne l'a pas encore. Pourquoi? C'est dans le budget, de toute façon, on l'aura. Le ministre semble dire qu'il a déjà signé quelque chose dans ce sens. Donc il n'y a pas de blocage? Non, il n'y a pas de blocage pour l'instant. Il n'y a pas de blocage. Donc il faudrait que les gens comprennent que cette subvention-là, véritablement, ça rentre dans l'ordre normal des choses. Et que nous sommes un pays démocratique, nous devons payer le prix de la démocratie. C'est ça. Et sur les 300 millions, quelle est la part de la CNTS/FC? La CNTS/FC a eu à faire 3 élections de représentativité, 2011, 2017 et 2023. Au cours de toutes ces élections, la CNTS/FC avait, dans les premières élections, 5 et quelques, un peu moins de 6%. On avait 6%. En 2017, la CNTS/FC avait 11%. En 2023, la CNTS/FC est à 15%. Donc nous avons 15% de ces 300 millions. C'est clair. Et véritablement, il n'y a rien à cacher, tout est clair. Je voudrais, au passage, vous dire que la CNTS Force du Changement est la seule organisation syndicale à avoir progressé d'élection en élection jusqu'à arriver à la 3e place et à 15%. Les autres régressent d'élection en élection. D'accord. Et l'argent, quand vous le recevez, vous en faites quoi? Quand vous recevez cette subvention, vous en faites quoi? Vous savez, la subvention, quand on la reçoit, quelle que soit la somme, parce que ça ne règle pas nos problèmes. Les travailleurs cotisent pour faire marcher la centrale. Cette subvention est logée dans le compte de la centrale, virée directement dans le compte de la centrale. Nous avons des règles de comptabilité très claires et nous sommes conscients que si l'État subventionne, il a la possibilité d'envoyer l'IGE. Vous pensez qu'avec tout ça, les organisations... Les subventions, c'est pour faire fonctionner les centrales. Les subventions, c'est pour accompagner les centrales dans la formation de leurs militants, dans l'organisation du mouvement syndical, dans l'organisation des mouvements, des entités décentralisées au niveau des régions et au niveau... Et dans les congrès que nous allons organiser, au passage, la CNTS/FC s'apprête à organiser son congrès d'ici décembre. Nous pensons qu'en décembre, nous devons organiser notre congrès. Tout ça, c'est des fonctionnements, c'est des charges de fonctionnement qui méritent d'être accompagnés en tant qu'organisme d'utilité publique. D'accord, très bien. Il y a beaucoup d'observateurs, beaucoup de Sénégalais qui vous considèrent, entre guillemets, comme un dinosaure. Dinosaure, parce que vous avez blanchi un peu sous le harnais. Je ne sais pas, vous avez toujours assez de vitalité pour continuer ces combats, ou bien est-ce que vous pensez au retrait, à vous retirer un jour dans les jeux? J'ai un plan de carrière très clair dans ma tête. Les gens souvent posent cette question. Mais il faut comprendre comment le mouvement syndical est structuré. J'ai parlé tantôt des 2 entités. Il y a le mouvement ouvrier. Moi, je suis un produit du mouvement ouvrier. Il y a l'élite intellectuelle engagée. Dans l'élite intellectuelle engagée, les inspecteurs, les enseignants du supérieur, les enseignants en général, chaque militant de l'organisation, ils ont tous le même prérequis, peut être secrétaire général. Chaque militant peut être secrétaire général parce qu'ils ont le même prérequis. Cela, s'ils s'organisent pour limiter les mandats à 2, mais c'est tout à fait normal, parce qu'il suffit d'avoir la volonté pour diriger les syndicats. Dans le mouvement ouvrier, ce n'est pas le cas. Le mouvement ouvrier, c'est le parcours du combattant pour arriver à un certain niveau. Moi, j'ai été licencié comme directeur adjoint de la SMCADI, une petite entité du patronat. À l'aéroport. Et ils m'ont promis, ils voulaient que je remplace le directeur. J'ai refusé et ils m'ont licencié. Vous pensez que
les bourses du travail qui sont peuplées de travailleurs licenciés, le délégué du personnel, s'il est performant, on le licencie, ainsi de suite. Il se consacre au syndicat. On s'organise de cette manière pour trouver un leader qui arrive au sommet. 2 mandats, on sera en carence de leaders si on procède comme l'élite intellectuelle engagée. Laissez-nous nous organiser. Mon départ n'est pas très loin, mais ce sont les militants qui vont le décider le moment venu. Et il faut aussi organiser la relève. Mais je ne suis pas quelqu'un qui quitte la table qui ne quitte pas la table avant le dessert. Je quitterai avant le dessert, ne vous en faites pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une vision très claire de mon plan de carrière. Je vous ai dit tantôt que d'élection en élection, je suis en train de conduire avec l'équipe la Synthèse FC. C'est la dernière née. La Synthèse est née en 1969. L'UNSAS est née en 1987. En 1982, la CESA en 1987. Nous, en 2002. Et nous sommes dans le peloton de tête. Et nous sommes en train de gravir et de dépasser des échelons. Vous voulez qu'on arrête à si beau chemin? Donc on va s'arrêter, mais avec des objectifs clairs. Non, on ne vous demande pas de vous arrêter. Donc, la question était, donc vous ne vous considérez pas comme un dinosaure? Non. D'accord. Les autres n'ont qu'à apprécier. Je me considère comme un militant engagé. Très bien, c'est ça. L'autre question, quelles sont, d'après vous, vos plus grandes réussites en tant que leader syndical? Quand vous faites le bilan aujourd'hui, vous nous dites quoi? Bon, si je devais répondre à cette question, je vais scinder ça en 2. Il y a la réussite en termes de réalisation syndicale, mais en termes de contribution dans l'évolution du mouvement syndical qui se trouve dans d'énormes difficultés. La contribution que la Synthèse FC a eu à faire dans cette situation est une forme aussi de réussite. Mais dans l'action, sur le terrain, notre plus grande réussite, c'est le combat que nous avions eu à porter et seul à porter pour la rectification des mauvaises politiques de privatisation. Ce combat a duré presque 7 à 8 ans. À l'époque, quand on portait ce combat, on avait fait l'analyse de la situation de notre industrie nationale, de notre économie nationale. On s'est rendu compte que la Sonacos, la SAR, les chemins de fer, entre autres, étaient privatisés d'une manière qui ne convenait pas. Et même la Sodefitex. Je ne voudrais pas personnaliser, mais M. Karim Wade avait donné ces entreprises à son ami Jaber, dans des conditions que nous n'avions pas appréciées. Nous avons engagé le combat de la rectification de ces mauvaises privatisations. Et nous avons réussi de fort belle manière. Le maintien de la SAR, c'est toute une histoire. Tout a été organisé pour mettre une croix sur la SAR parce que les majors qui étaient dans la capitale de la SAR savaient que le Sénégal serait pays producteur dans 10-15 ans de rang mondial. Ils voulaient supprimer, fermer la raffinerie, en faire un dépôt pétrolier et nous imposer la posture du Nigeria, pays producteur sans raffinerie. C'est ça qu'on a. On exporte tout et on importe les produits finis. Cette posture. On s'est opposé. C'est le mouvement syndical pétrolier affilié à la Synthèse FC qui s'est opposé à ça pour le maintien de la SAR, pour qu'en ce moment-là, ça c'est une victoire des travailleurs du pétrole. Le fait que la SAR raffine les premiers bruts là, c'est une victoire. Sinon, elle serait fermée depuis très longtemps. D'accord. Et vous dites souvent également dans vos interventions que la SAR est étouffée actuellement par une dette astronomique qui est due par l'État du Sénégal. Oui. À quoi cela rime? Oui. Si on en parle, c'est parce que nos revendications dans le secteur du pétrole sont en train d'être bloquées par un prétexte valable. La dette intérieure impacte 2 secteurs essentiels, le bâtiment et le secteur du pétrole. Aujourd'hui, les pertes commerciales des importateurs du secteur, les GPP, la SAR, fait près de 400 milliards et tout sur le dos de la SAR. L'État doit près de 100 milliards aux GPP, aux majors qui importent pour compenser les pertes commerciales. La SAR importe également pour
les pertes commerciales, ses clients aussi lui doivent. Donc aujourd'hui, la SAR supporte une dette de près de 400 milliards. Les distributeurs sénégalais qui assurent le pétrole, la distribution sur tout le territoire, eux aussi, ils traînent une dette de près de 100 milliards. Ils partagent une dette de près de 100 milliards sur la péréquation du transport. Parce que la péréquation du transport, c'est ça qui assure l'équité territoriale. Le litre... Oui. Oui, non, je vous coupe. Bon, je ne vous coupe pas parce qu'il faut qu'on accélère un peu. Si toutes ces dettes-là ne sont pas effacées, épongées, réglées, quelle peut être la conséquence? Mais la conséquence a déjà commencé. Nous devrions commencer à négocier un nouveau pacte social dans le secteur du pétrole. On n'ose pas en parler à cause de la dette. Toutes les revendications que nous posons sont mises en veilleuse à cause de cette situation et ça se comprend. Donc, nous demandons l'appurement de la dette pour que les négociations sectorielles dans le pétrole puissent continuer. D'accord, très bien. On parle de pétrole. Le Sénégal est un pays de pétrole actuellement. Et pourtant, ce pétrole-là, je ne sais pas, ne fait pas rêver, en particulier la jeunesse. Un pays pétrolier dont la jeunesse ne veut plus rester sur le sol natal, au pays. Est-ce qu'il n'y a pas de contradiction? Je ne sais pas. Pourquoi ça ne fait pas rêver le pétrole tant que ça à cette jeunesse qui est en train de divaguer dans tous les océans du monde? Nous avons une autre analyse et une autre vision de la situation. Ouais. Il y a deux phénomènes, il y a en fait deux contextes qu'il faut mettre en face pour mieux comprendre. Lors de la première révolution industrielle qui a vu l'avènement de la machine à vapeur, lors de la deuxième révolution industrielle avec l'exploitation du pétrole et de l'électricité, il y a eu la première internationale ouvrière et la SFIO, section française de l'internationale ouvrière, dans ces deux révolutions. Et dans ces deux révolutions, laissez-moi développer, c'est important. Dans ces deux révolutions, on a créé l'esclavage et la colonisation. La colonisation pour venir prendre nos ressources naturelles et faire fonctionner leur industrie. L'esclavage pour de la main-d'œuvre servile. Entre l'esclavage qui est l'immigration forcée et l'immigration clandestine, il y a à réfléchir. Parce que quand ils avaient besoin de main-d'œuvre servile, ils sont venus nous chercher comme esclaves. Mais quand, avec la révolution, la quatrième révolution industrielle, qui est la révolution virtuelle, qui est en train de supprimer la main-d'œuvre humaine, il n'y a plus de travail, nos jeunes vont en Europe et on les sache parce qu'ils n'ont pas besoin d'eux, il n'y a plus de travail. Donc la révolution industrielle est en train de robotiser la force du travail, de mécaniser la force du travail, de virtualiser la force du travail. Donc c'est pour ça qu'il n'y a plus de travail en Europe. Nos garçons y vont et on les rejette. Ils sont morts dans la mer et dans le désert. C'est ça l'analyse que nous, CNTS/FC, nous avons fait de la situation. Donc la situation est beaucoup plus profonde que ça. D'accord. Et quelle est la responsabilité de nos élites, de ceux qui nous gouvernent là? La responsabilité. Oui, allez-y. Non. Oui, non, vous pouvez répondre à la question, quelle est la responsabilité? Parce que il y a beaucoup de corruption dans nos pays, il y a de la malgouvernance, etc. Pour moi, c'est le premier facteur qui fait que les jeunes s'en vont. Vous nous parlez d'esclavage, de colonisation. C'est trop loin, ça. Moi, je place cette situation dans un contexte transitoire. Il faudrait que, avant de trouver une solution définitive à cette situation, et la solution, nous pouvons en parler. Mais il faudrait une solution transitoire, rectifier nos comportements, rectifier l'orientation de nos politiques publiques, faire en sorte qu'il y ait un maximum d'espoir par des politiques publiques que nous élaborons avec l'emploi. Ceux-là qui viennent d'arriver, parler de l'emploi. On était tous enthousiastes pour la création de l'emploi. Donc, je crois que nous sommes d'accord sur la rectification de beaucoup d'erreurs dans les politiques publiques pour créer une situation transitoire. Mais le véritable problème, c'est que
tous les acteurs du progrès, tous les militants du progrès doivent réfléchir sur une situation. Comment intégrer dans la gouvernance de l'humanité un nouveau contrat social qui redistribue aux humains les richesses que les robots et les machines produisent. Si on ne le faisait pas, on va tout droit vers la disparition de la race humaine animale. D'accord, très bien. Il nous reste moins de 10 minutes. Une dernière question avant de venir aux questions d'actualité. Quelles sont, en fait, on vous a demandé tout à l'heure quelles sont vos réussites. La question actuelle, c'est quels sont vos échecs? Parce que en 2001, on se souvient, votre séparation ensanglantée, entre guillemets, avec la CNTS, est-ce que c'est un peu votre fantôme, ça vous suit toujours? C'est un fardeau pour vous, ce qui s'est passé à la Bourse du Travail à l'époque? Absolument, ce n'est pas un fardeau pour moi. C'est fini. Ouais. Non, ça a été réglé au procès. C'est un événement... C'était l'erreur de votre vie, un peu. Hein? C'était l'erreur de votre vie. Non. Ah. Non. Vous savez, le décès de feu Khalifa Serigne Saliou, la nuit de son décès, allez voir les archives de Walfadjri. On m'avait invité, je crois, chez Ataya, quelque chose comme ça. Il y avait une émission, je pense. Ils m'ont posé la même question et m'ont demandé de donner ma version sur les événements de la Bourse du Travail. Je leur avais dit ceci. Je leur avais dit... On ne peut pas revenir sur ça. Laissez-moi vous dire. Non, en fait, je la sais question... qu'il reste peu de temps, je vais résumer. Vous avez oublié... Non, je leur avais dit, pendant que tous les acteurs sont vivants, Feu Madia était vivant, tout le monde était vivant, invitons-nous pour clarifier cette situation. Si vous ne le faisiez pas et que l'un d'entre nous disparaisse, je le mettrai dans mes mémoires. Je vais écrire. Ne vous en faites pas. Cette histoire de la Bourse du Travail, je vais les mettre dans les mémoires, mais je ne peux pas le débattre sans les acteurs. Et je l'avais souhaité avant la mort d'entre nous. Malheureusement, ça n'a pas eu lieu. Je vais clarifier. Et j'ai la conscience tranquille. Et c'est ça que j'avais dit au tribunal. Cette histoire de la Bourse du Travail, nous n'avons aucun problème de conscience. Nous le mettons dans le compte de ce que nous appelons les crises de croissance. La synthèse FC, ce que vous appelez échec, pour nous, c'est des crises de croissance. La synthèse FC en a connu. Quand on sait ce qui s'est passé au congrès de la synthèse qui a créé l'institution, je ne peux pas y revenir parce que vous n'avez pas de temps. On sait que c'est une crise de croissance. Quand on sait qu'on a suscité des rébellions au sein de la synthèse FC et 3 centrales se sont créées dans nos flancs, nous le mettons dans le compte d'une crise de croissance. Mais aujourd'hui, l'histoire et la réalité nous ont donné raison. De tous ceux qui sont partis de chez nous, nous sommes la seule organisation qui progresse. Même ceux qui étaient là, nous sommes la seule qui progresse. Ça, c'est un sacre pour nous. Ceux qui nous ont quittés ne signifie pas grand-chose dans le champ syndical. Et nous continuons à progresser. Donc, je crois que notre chemin est clair. Notre vision dans le mouvement est claire et nous allons arpenter notre chemin pour arriver au sommet. D'accord. Le jour, à l'occasion de la rencontre du Grand Théâtre, donc vous disiez que vous étiez à l'aise avec le Premier ministre, mais plus globalement, est-ce que vous êtes impressionné par leur action depuis lors? Est-ce que vous pensez qu'ils sont flamboyants au pouvoir? Parce que moi, ma lecture, c'est qu'ils étaient un peu plus flamboyants dans l'opposition qu'aujourd'hui qu'ils exercent le pouvoir. Est-ce qu'ils vous impressionnent actuellement? Non, moi je ne suis pas un homme qui est souvent impressionné par des trucs parce que moi je considère que le comportement qu'ils avaient dans l'opposition et celle qu'ils ont dans le pouvoir, c'est tout à fait normal. Quand on est dans l'opposition, je pense qu'on est à l'aise dans certaines choses. Mais quand on a la réalité du pouvoir, ce que je pensais, et je l'avais dit, je crois, je leur avais dit que faites un bon état des lieux qui vous aidera à prendre de bonnes décisions. Parce qu'un État, quand même, c'est un État. Donc, je crois que avant d'en arriver à terme,
au terme de l'état des lieux, il y a des décisions qui sont prises. Ce sont ces décisions-là qui constituent pour moi des couacs. Parce qu'ils n'ont pas des décisions, mais des licenciements de travailleurs à l'appel, des violations de certaines libertés à l'appel. Ça, il fallait attendre d'avoir fait l'état des lieux de façon transversale, globale, appeler à des discussions, à des négociations. Dites que voilà mon département, les camarades, les secrétaires généraux, voilà mon département, voilà ce que j'ai trouvé d'anormal, voilà ce que j'ai trouvé de normal. Et je dois apporter des réponses, dois prendre des décisions. Nous disons ce qu'on pense, parce que même dans des entreprises qui doivent procéder à des licenciements économiques parce qu'ils sont au bord de la banqueroute, il y a des méthodes, des solutions avant d'en arriver au licenciement. Donc, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de contexte, de situation plutôt qu'on ne peut pas négocier, qu'on ne peut pas discuter et trouver des solutions appropriées. C'est ça que nous demandons. Donc, ils ont commis des erreurs de débutants, d'après vous? Bon, si c'est ça, je considère que c'est normal. Mais j'appelle à des rectifications. Faisons l'état des lieux. Ils ont commencé à le faire. Ils parlent de rapports, ils parlent de situations qu'ils ont trouvées, tout ça. Oui, mais rencontrer les partenaires sociaux pour en discuter s'il faut prendre des décisions qui les affectent directement. C'est ça que nous demandons. Vous ne pensez pas qu'il manque d'expérience? Mais s'il manque d'expérience, je trouve que c'est tout à fait normal. Maintenant, le mieux, c'est de nous édifier là où ils vont pour les accompagner, si on en est convaincu, pour les accompagner à acquérir cette expérience et atteindre l'objectif, en tout cas, que tout le monde attend d'eux, c'est-à-dire des conditions meilleures pour les Sénégalais. Il y a des gens qui étaient au pouvoir, qui sont mis actuellement en prison. On peut citer nommément Farba Ngom, par exemple. Qu'est-ce que vous dites? Vous dites que c'est une grosse insécurité que de perdre le pouvoir dans nos pays parce que peut-être on a commis des imprudences, etc., où il y a des, entre guillemets, règlements de compte. Qu'est-ce que vous dites? Vous savez, il y a des situations qui ont plus ou moins ralenti la démocratie en Afrique. Il faudrait qu'on s'en rappelle. Beaucoup de chefs d'État ne voulaient pas quitter le pouvoir. Ils s'accrochaient au pouvoir pour ces questions de situation. Donc, pour faciliter une transition, pour convaincre les gens que la démocratie doit être pérenne, moi je pense qu'il faut éviter ce que d'aucuns appellent la chasse aux sorcières. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire l'état des lieux et prendre des décisions. Je ne suis pas en train de dire ça. Je voudrais dire simplement qu'il faut le faire. S'il faut le faire, il faut le faire dans le respect de l'orthodoxie, c'est-à-dire respecter les droits de l'accusé, mais ne pas donner l'impression d'un acharnement ou d'une chasse aux sorcières. C'est ça que je veux dire. Parce que c'est des éléments qui ralentissent la démocratie. Une fois au pouvoir, on ne veut plus quitter de peur, justement. Il y a beaucoup de pays africains qui ont vécu cette situation. Ils s'accrochent au pouvoir et ça crée d'énormes problèmes parce qu'ils savent que s'ils quittent le pouvoir, il y aura la chasse aux sorcières. Donc, gérons le pouvoir de façon véritablement qui rassure tout le monde. Mais n'acceptons pas aussi la gabegie dans la gestion du pouvoir. D'accord, très bien. Je pense que c'est bon. Est-ce que le Sénégal va bien actuellement, d'après vous? Le Sénégal traverse une passe qui peut être très rapidement dépassée, compte tenu de nos ressources naturelles, compte tenu de nos ressources humaines, compte tenu également de notre du plus que les Sénégalais possèdent, de notre ancrage dans une certaine voie, dans une culture qui accepte de dépasser certaines situations, dans une culture qui crée des conditions de sursaut. Donc je suis convaincu que ce sursaut-là est toujours possible. D'accord. C'est la qualité du Sénégalais. Merci beaucoup, M. Diop. Voilà, on ne peut pas évacuer toutes les questions et tout ça, mais je pense que l'essentiel a été dit. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Oui, c'est ça. Merci également à Ablaye Ndiaye qui a réalisé cette émission du jury du dimanche. Merci à tous nos auditeurs et téléspectateurs
Et nous vous souhaitons un bon dimanche, mais également un très bon début de Ramadan.